En janvier 1981, Paris semblait fonctionner avec la même froide précision qu'elle avait toujours affichée même durant les hivers les plus rigoureux. Les rues étaient encombrées, les cafés bondés. Les journaux empilés sur les kiosques arboraient des titres prévisibles sur la politique, l'économie et les grèves. Rien, à première vue, ne laissait présager qu'une disparition silencieuse allait se transformer en l'un des épisodes les plus troublants de l'histoire récente de la sécurité française. L'agent Julien Moreau n'était pas une figure connue du grand public. Au sein de la direction de la surveillance territoriale, son profil était à l'opposé de ce qui attirait habituellement l'attention, discret, méthodique, fuyant les projecteurs. Il n'assistait pas aux événements mondains de l'agence, ne cultivait pas d'informateurs au-delà du strict nécessaire et ne laissait aucune trace émotionnelle au travail. Sa principale fonction consistait en l'analyse logistique et la vérification des flux de documents sensibles, un domaine moins prestigieux mais essentiel, surtout dans une période encore marquée par l'ombre de la guerre froide. Le matin du 17 janvier, Julien quitta son appartement du 13e arrondissement à son heure habituelle. Le portier le vit traverser le hall, vêtu de son pardessus sombre, une fine mallette en cuir sous le bras gauche, le regard fixé sur quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Il n'y eut pas d'adieu particulier, pas de précipitation. Le métro fonctionnait, les bus circulaient, le monde suivait son cours. Julien n'arriva jamais au bureau. Au petit matin, l'absence était considérée comme un retard, plus tard, comme un problème de communication. Ce n'est qu'en fin d'après-midi, lorsque les appels internes restèrent sans réponse et que personne ne parvint à joindre l'agent par ses propres moyens, qu'une procédure interne fut déclenchée. Même alors, le ton était réservé. Des agents expérimentés disparaissaient pour des raisons futiles. Opérations non enregistrées, ordres verbaux, changements de routine non communiqués. La différence, dans le cas de Julien, résidait précisément dans l'absence de toute opération active. Son nom n'apparaissait sur aucune mission à l'étranger, aucune autorisation n'était en cours et aucun déplacement hors de Paris n'était consigné. Le dernier rapport qu'il avait signé portait sur d'anciens inventaires, des dépôts logistiques et des structures administratives tombées dans l'oubli depuis les années 1960. Une tâche fastidieuse, mais qui exigeait une précision absolue. 2 jours plus tard, l'appartement de Julien fut officiellement ouvert. Rien ne semblait déplacé. Le lit était fait, la cuisine propre, les placards méticuleusement rangés. Les papiers personnels étaient intacts, aucun argent n'avait été volé, le passeport était toujours dans un tiroir fermé à clé. Il n'y avait aucune trace de lutte, d'effraction ou de départ précipité. L'absence était criante précisément parce qu'elle n'avait laissé aucune trace. L'antagonisme invisible de ses débuts ne se manifestait pas sous une forme humaine. Il n'y avait ni suspect désigné, ni menace concrète. Le conflit opposait 2 forces silencieuses. D'un côté, une institution qui s'appuyait sur le contrôle, la prévisibilité et les archives. De l'autre, une disparition qui refusait toute explication connue. L'enquête interne a débuté de manière routinière, mais s'est rapidement heurtée à un obstacle de taille. Julien Moreau avait demandé, au cours des mois précédents, l'accès à des dossiers sans lien direct avec ses fonctions. Anciens registres d'entrepôts désaffectés, liste de matériaux officiellement mis au rebut, plans de propriétés industrielles vendus par l'État après les années 1970. Toutes ces demandes, formulées légalement, l'ont été de façon fragmentaire, diluées au fil du temps, comme si elles avaient été conçues pour ne pas éveiller les soupçons. Aucun supérieur ne se souvenait avoir remis en question ces demandes. Aucun collègue ne se rappelait d'aucune conversation à ce sujet. Julien ne parlait pas de travail en dehors des contextes strictement nécessaires. Il avait toujours considéré que l'information n'existait que tant qu'elle restait confidentielle. Pendant ce temps, en dehors des cercles institutionnels, la disparition ne faisait pas la une des journaux. Aucun appel public n'a été lancé, aucun portrait n'a été publié dans la presse. Officiellement, Julien était en congé prolongé. Officieusement, son nom a commencé à circuler dans des rapports internes, accompagné d'un mot plus troublant que n'importe quelle accusation directe, indéterminé. Les semaines se sont transformées en mois.
L'affaire est restée au point mort sans jamais être résolue. Aucun corps n'a été retrouvé, aucune communication n'a été reçue, aucune activité bancaire n'a été constatée. C'était comme si Julien avait été arraché à la réalité sans que cela ne perturbe le monde qui l'entourait. 2 années s'écouleraient ainsi. Ce que personne n'a compris en 1981, ou a préféré ignorer, c'est que le travail apparemment anodin de Julien avait mis le doigt sur des structures que l'État lui-même croyait disparues. Des entrepôts oubliés, des contrats enfouis sous les réformes administratives, des espaces physiques n'existant plus que sur de vieux plans, et des inventaires d'actifs jamais réexaminés. Le mystère ne résidait pas seulement dans la disparition d'un agent. C'était la question que personne n'osait poser à voix haute. Qu'avait donc découvert Julien Moreau avant de disparaître? Et plus troublant encore, pourquoi son nom a-t-il refait surface 2 ans plus tard, lorsque les enquêteurs ont finalement ouvert un entrepôt abandonné à la périphérie de la France industrielle? Non pas en tant que personne disparue, mais comme faisant partie d'une affaire qui n'aurait jamais dû rester cachée aussi longtemps, 2 ans après la disparition de Julien. Moreau, la France avait profondément changé. L'élection de François Mitterrand en 1981 avait redéfini les priorités politiques, entraîné une restructuration administrative et modifié discrètement le fonctionnement interne des services de sécurité. Des archives furent transférées, des services fusionnés et des centres de dépôt désactivés sans examen approfondi. Le pays avançait, mais traînait avec lui des structures que personne ne souhaitait remettre en question. C'est dans ce contexte que le nom de Julien a recommencé à circuler. La réouverture informelle de l'affaire n'a pas eu lieu à Paris, mais à Lyon, où la brigade financière menait un audit des actifs publics classés comme inactifs. L'enquête n'était pas directement liée à des disparitions, mais à des incohérences comptables. Des terrains vendus qui figuraient toujours comme propriété de l'État. Des entrepôts officiellement vides, mais avec des relevés de consommation d'électricité résiduelle. De petites anomalies qui, prises isolément, ne justifiaient pas d'inquiétude, mais qui, ensemble, formaient un schéma troublant. L'enquête était menée par Claire Beaumont, enquêtrice spécialisée dans les délits administratifs et connue pour ses démêlés avec sa hiérarchie. Claire n'était pas réputée pour son charisme, mais pour sa persévérance. Lorsqu'une anomalie survenait, elle continuait d'enquêter jusqu'à ce qu'on lui demande officiellement d'arrêter, ce qui, pour elle, était généralement une motivation supplémentaire. En consultant de vieux documents, Claire a reconnu une signature familière, Julien Moreau. Ce nom figurait sur des rapports datés de 1980, relatifs aux inspections préliminaires d'entrepôts industriels situés en périphérie de Saint-Étienne et de Clermont-Ferrand. Des sites officiellement désaffectés, vendus ou transférés aux administrations régionales. Or, les documents signés par Julien contenaient des observations inhabituelles, des mesures refaites, des plans corrigés à la main, des demandes de comptage de volume qui, d'après les archives officielles, n'existaient plus. Claire demanda le dossier complet de Julien. Sa requête se heurta à une résistance immédiate. La disparition de l'agent était toujours considérée comme une affaire sensible, même en l'absence d'enquête en cours. Néanmoins, certains éléments furent rendus publics, fragmentaires, incomplets, mais suffisants pour révéler un comportement jusque-là passé inaperçu. Julien n'enquêtait pas sur les gens, il enquêtait sur les espaces. Leurs recherches portaient systématiquement sur les dépôts logistiques liés à d'anciens contrats militaires, notamment ceux des années 1960, période marquée par l'autonomie nucléaire française et des opérations menées dans le plus grand secret. Nombre de ces sites avaient été officiellement vidés, mais n'avaient jamais fait l'objet d'un audit complet suite au changement de gouvernement et aux réformes administratives. L'État avait présumé que le temps avait réglé ce que personne ne souhaitait examiner. Entre-temps, Claire entreprit de reconstituer la personnalité de Julien au-delà des rapports. Elle s'entretint avec d'anciens collègues, des supérieurs hiérarchiques retraités et des membres du personnel administratif. Les descriptions convergeaient, réservées, méticuleux, presque invisibles. Il ne tissait pas de lien durable au travail. Il maintenait une distance émotionnelle calculée.
Mais quelque chose avait changé au cours des mois précédant sa disparition. Une secrétaire a mentionné que Julien avait commencé à demander des copies papier de documents qui n'étaient normalement consultés que sous forme archivée. Un technicien de maintenance s'est souvenu avoir posé des questions sur les points d'accès secondaires à des bâtiments désaffectés, d'anciens itinéraires de fret et des plannings de surveillance désormais obsolètes. Des détails qui, pris individuellement, semblaient relever de la simple curiosité professionnelle. Ensemble, ils laissaient présager une préparation minutieuse. Entre-temps, l'antagonisme de l'histoire commençait à se dessiner, sans toutefois prendre de forme précise. Il ne s'agissait pas d'un ennemi unique, mais d'une structure bureaucratique patiemment construite au fil des décennies, où les responsabilités étaient diluées jusqu'à disparaître. Des décisions prises par des commissions disparues, des autorisations signées par des personnes décédées, des contrats dont le langage se prêtait à des interprétations opportunistes. Claire comprit rapidement que progresser impliquait de franchir des frontières invisibles. Chaque demande d'information se heurtait à des retards, des versions contradictoires et des documents égarés. Aucun ordre explicite n'avait été donné d'arrêter les travaux, mais le système réagissait par une lenteur sélective qui s'apparentait à une résistance passive. Le monde dans lequel Julien avait évolué avant de disparaître n'était pas fait de poursuites ni de menaces directes, mais de portes qui se refermaient silencieusement, d'informations qui n'existaient que tant que personne ne posait trop de questions. En visitant personnellement certains des lieux mentionnés dans les rapports de Julien, Claire a découvert des environnements abandonnés en apparence seulement. Des entrepôts couverts de poussière, mais dotés de serrures récemment installées. Des structures industrielles corrodées, mais dont les systèmes de ventilation étaient encore fonctionnels. Rien d'illégal en soi, mais tout était excessivement préservé pour quelque chose que l'on croyait oublié. À Saint-Étienne, un ancien dépôt ferroviaire a attiré son attention. Officiellement, le bâtiment avait été vendu à une entreprise privée qui ne s'y était jamais installée. Cependant, les archives municipales indiquaient un entretien courant, pris en charge par un organisme intermédiaire lié à l'État. Le nom de cet organisme apparaissait à plusieurs reprises dans les documents consultés par Julien. Claire commença à comprendre que la disparition de l'agent n'était pas un événement isolé, mais un point de rupture. Julien n'avait rien découvert par hasard. Il avait suivi une piste laissée par la négligence, la facilité et le silence des institutions. Et, en agissant seul, sans soutien officiel, il s'était rendu vulnérable. Plus Claire avançait, plus le contraste entre elle et Julien s'accentuait. Là où il avait agi en silence, elle laissait des traces administratives. Là où il avait évité la confrontation, elle la provoquait. Ce contraste allait définir non seulement le déroulement de la nouvelle enquête, mais aussi la nature des risques qui se profilaient désormais. Le monde qui se dévoilait n'était pas conspirationniste au sens classique du terme. Il n'y avait pas de méchants déclarés, seulement des strates de décisions anciennes, protégées par l'oubli. Et au cœur de tout cela demeurait la question qui prenait de l'importance à chaque document analysé. Julien Moreau avait-il disparu parce qu'il avait découvert quelque chose de dangereux ou parce qu'il était devenu la preuve vivante que cette chose existait encore? Claire savait qu'en poursuivant ses recherches, elle n'enquêtait pas seulement sur le passé d'un agent disparu. Elle explorait les limites de ce que la France elle-même était prête à reconnaître. L'enquête a cessé d'être purement documentaire lorsque Claire Beaumont a décidé de se confronter physiquement aux espaces cartographiés par Julien Moreau. Jusque-là, tout reposait sur des archives, des recoupements de données et des incohérences administratives. Dès l'instant où elle a commencé à visiter les lieux un à un, le conflit a pris une dimension matérielle, risquée, et a donné lieu à une résistance active, même si celle-ci se dissimulait sous le couvert de la normalité institutionnelle.
Le premier obstacle concret est apparu lorsque Claire a demandé une autorisation formelle d'accès à l'entrepôt de Saint-Étienne. La demande a suivi un parcours inhabituellement long, passant par des services qui, en théorie, n'avaient plus aucun lien avec ce bien. Chaque réponse s'accompagnait d'une nouvelle exigence, d'un formulaire supplémentaire, d'une signature additionnelle. Rien n'a été refusé ouvertement, mais tout a été retardé. La stratégie était claire, saper l'intérêt jusqu'à ce qu'il disparaisse. Claire a ignoré l'horaire imposé. Elle a usé de ses prérogatives légales liées à l'audit financier et obtenu un accès limité, accompagné d'un employé local qui semblait plus préoccupé par le respect des horaires que par la supervision. L'entrepôt avait l'apparence attendue d'un lieu abandonné, mais certains détails ont attiré son attention. Les rambardes intérieures étaient trop propres. Les portes métalliques ne présentaient aucune trace de rouille. Le système électrique était hors tension, mais intact, comme s'il attendait d'être remis en marche. Lors de l'inspection, Claire découvrit des marquages au sol partiellement effacés, indiquant les zones de chargement. Les dimensions ne correspondaient pas aux plans officiels. Exactement le genre d'écart que Julien avait constaté des années auparavant. Cela confirmait qu'il ne s'était pas trompé. Quelque chose avait bien été présent à cet endroit, quelque chose qui ne figurait dans aucun inventaire public. Cette avancée eut des conséquences immédiates. Le lendemain de la visite, Claire reçut une notification lui demandant d'envoyer tous les documents recueillis pour une réévaluation technique. Le ton était neutre, mais le message implicite était sans équivoque. Quelqu'un surveillait chacun de ses faits et gestes. Le conflit cessa d'être abstrait et commença à se manifester par une ingérence administrative concertée. Entre-temps, de nouveaux aspects du passé de Julien faisaient surface. Un analyste retraité révéla que, des mois avant sa disparition, Julien avait insisté pour examiner les contrats relatifs au stockage temporaire de documents classés comme obsolètes. Cette désignation, vague, s'appliquait à des éléments qui ne pouvaient être ni éliminés publiquement ni réutilisés officiellement. Des documents qui demeuraient en suspens, entre deux catégories, n'existant que dans des rapports internes. Ce détail a radicalement changé la donne dans l'enquête. Le conflit ne portait plus seulement sur un agent disparu, mais aussi sur l'existence possible de ressources que l'État préférait dissimuler. Claire comprit que chaque avancée révélait non seulement de nouvelles informations, mais déclenchait également des mécanismes de confinement. Des personnes secondaires commencèrent à intervenir directement. Un supérieur lui conseilla de se concentrer sur des affaires plus actuelles. Un collègue du service juridique l'avertit officieusement que certaines enquêtes n'aboutissaient à rien, ne faisant qu'engendrer des problèmes. Aucun d'eux ne semblait agir de mauvaise foi. Le système fonctionnait par consensus tacite. Claire a réagi en élargissant son champ d'investigation. Elle a demandé des données sur la consommation énergétique d'installations de stockage officiellement désactivées. Le même schéma s'est répété dans 3 régions différentes, une consommation minimale et constante, suffisante pour la ventilation et la régulation de l'environnement. Il ne s'agissait pas d'abandon, mais d'une maintenance discrète. La résistance s'est intensifiée lorsque Claire a tenté de recouper ces données avec les autorisations logistiques récentes. Certaines informations avaient tout simplement disparu des systèmes numériques. Les fichiers avaient été transférés, synthétisés ou supprimés lors de réformes administratives. Paradoxalement, l'absence de données était devenue une preuve. Le conflit s'est envenimé lorsque Claire s'est aperçue que son accès à certains bâtiments avait été restreint sans préavis. Ses cartes magnétiques ne fonctionnaient plus. Le personnel de sécurité a invoqué des modifications récentes des autorisations. Rien n'était documenté, rien n'était traçable. Le message était clair, aller de l'avant aurait un prix. Pourtant, le conflit ne reposait ni sur une persécution ouverte, ni sur des menaces explicites. Le danger résidait dans le risque d'isolement, de discrédit, de mutation, de neutralisation professionnelle. Julien, en agissant seul, a été physiquement effacé. Claire, en agissant de manière visible, risquait d'être institutionnellement effacée.
En relisant les rapports finaux signés de Julien, Claire remarqua un détail qui lui avait échappé jusque-là. De subtiles variations linguistiques. Les termes techniques étaient remplacés par des descriptions plus génériques. C'était comme s'il évitait délibérément certains mots, non par erreur, mais par précaution. Julien semblait conscient que ces documents pouvaient être lus par des personnes non autorisées. Cette prise de conscience accentua l'urgence du conflit. Julien n'avait pas seulement fait une découverte. Il avait tenté de laisser une trace compréhensible uniquement par ceux qui prenaient la peine de lire attentivement. Claire suivait précisément cette piste. Cependant, chaque avancée engendrait un nouvel obstacle. L'enquête, autrefois linéaire, se mua en une succession de confrontations indirectes où chaque décision entraînait des conséquences administratives, politiques et personnelles. Le conflit ne se répétait pas, il se transformait, prenant de nouvelles formes, à mesure que Claire approchait du cœur du problème soulevé par Julien. Au terme de cette étape, une certitude s'imposait. La disparition de Julien n'était ni un accident, ni un acte isolé. C'était une réaction. Et en insistant, Claire provoquait la même structure qui avait réagi 2 ans auparavant. Au fil de l'enquête de Claire Beaumont, des intrigues secondaires ont émergé. Non comme des détours, mais comme des prolongements naturels du conflit principal. Chacune révélait un aspect différent de la structure abordée par Julien Moreau et intensifiait progressivement la tension sans recourir à la répétition ni à des explications artificielles. L'une de ces intrigues secondaires est née d'un personnage jusque-là périphérique, Marc Delattre, ingénieur civil qui, dans les années 1970, avait travaillé sur des projets d'infrastructures industrielles liés à l'État. Son nom figurait sur des plans techniques retrouvés dans les archives consultées par Julien. Claire l'a localisé dans un village aux abords de Limoges, loin de toute activité publique significative. La réunion fut brève et tendue. Marc ne nia pas son implication dans la construction des entrepôts, mais il pesait ses mots avec une extrême prudence. Il confirma que de nombreux entrepôts avaient été construits selon des spécifications dépassant largement les besoins du stockage standard. Isolation renforcée, système de ventilation redondant, sol conçu pour supporter des charges jamais enregistrées officiellement. Lorsque Claire tenta d'approfondir le sujet, Marc mit brusquement fin à la conversation. Le lendemain, il refusa tout contact ultérieur. Cette intrigue secondaire n'a pas apporté de réponse directe, mais elle a confirmé que l'anomalie ne résidait pas seulement dans la gestion ultérieure des gisements, mais dans leur conception même. Le conflit s'est étendu sur plusieurs décennies, jalonné de décisions techniques justifiées par des contextes politiques désormais obsolètes. Une autre strate est apparue au sein même de l'équipe de Claire. Un jeune analyste financier, Étienne Roussel, a commencé à l'aider à déchiffrer d'anciens contrats. Contrairement à ses collègues, Étienne manifestait une curiosité sincère et peu d'intérêt pour les risques institutionnels. Son intrigue secondaire ne concernait pas les secrets du passé, mais le présent. Il a commencé à remarquer que certaines données disparaissaient tout simplement des systèmes après avoir été consultées. Lorsqu'il en a fait part à Claire, ils ont tous deux testé le phénomène. Certains fichiers, une fois ouverts, devenaient inaccessibles quelques jours plus tard, comme s'ils n'avaient jamais existé. Cette pression invisible créait une tension temporelle palpable. Il n'y avait plus aucune garantie que l'information resterait disponible. Chaque délai entraînait une perte concrète de données. Parallèlement, une intrigue secondaire, plus personnelle, commença à se dessiner. Claire ressentit les répercussions indirectes de l'enquête sur son quotidien. Les invitations professionnelles furent annulées. Elle ne participait plus aux réunions importantes. Aucune sanction officielle ne lui fut infligée, seulement une érosion progressive de sa présence institutionnelle. Le système ne l'attaquait pas directement. Il la marginalisait, simplement. Cette marginalisation reflétait ce qui était probablement arrivé à Julien, quoique de manière plus subtile. La différence résidait dans le fait que Claire, à présent, avait perçu le schéma, alors même qu'il se déroulait sous ses yeux. Cela n'a pas engendré de longues réflexions, mais des actions concrètes, copies externes, archives parallèles, réunions en dehors des circuits officiels.
Un autre élément important de l'intrigue concernait l'entité intermédiaire qui apparaissait régulièrement dans les contrats, une société de gestion d'actifs créée dans les années 1960 et officiellement dissoute dans les années 1980. Malgré cela, elle continuait d'être désignée comme responsable des paiements d'entretien. Claire découvrit que cette entité n'avait jamais été complètement dissoute, mais seulement reconfigurée sous une autre dénomination sociale, conservant la même fonction de manière plus discrète. Cette révélation établissait un lien direct entre le passé et le présent. Il ne s'agissait pas d'une erreur oubliée, mais d'une adaptation délibérée visant à maintenir le fonctionnement d'un système à l'abri des regards. La complexité ne résultait pas de complots élaborés, mais d'une continuité administrative maquillée en une clôture. La pression du temps s'intensifiait lorsque Claire apprit, par une source interne, qu'une nouvelle série d'audits nationaux allait avoir lieu. Paradoxalement, cela ne signifiait pas transparence, mais le risque d'une régularisation précipitée des procédures susceptibles de clore officiellement les dossiers en suspens sans véritable enquête. Si cela se produisait, toute trace des découvertes de Julien serait juridiquement effacée. Les intrigues secondaires convergeaient à ce moment-là. Marc Delattre représentait le passé technique, Étienne, le présent numérique vulnérable, l'entité intermédiaire, la continuité structurelle, et Claire, le lien qui menaçait de tout relier en un seul arc narratif cohérent. Le conflit principal s'est intensifié non par des confrontations directes, mais par la compression du temps et des options disponibles. Chaque personnage secondaire a ajouté une dimension spécifique de risque ou d'information sans pour autant détourner l'attention de l'objectif principal. Comprendre ce qui justifiait la disparition de Julien et pourquoi il devait rester caché. Aucune de ces intrigues secondaires ne s'est étendue au-delà du nécessaire. Chacune n'a progressé que jusqu'à renforcer l'intrigue principale. Il n'y a pas eu de réponse définitive, seulement des confirmations partielles qui ont rendu l'ignorance officielle de moins en moins plausible. À la fin de cette étape, Claire comprit que le conflit ne se résoudrait pas par la simple consultation de fichiers ou par des inspections physiques. Le système était conçu pour traiter des demandes isolées. Le véritable risque ne se manifesterait que si les liens devenaient explicites. Et c'est précisément ce que Julien avait essayé de faire, seul, en silence et trop tôt. Le tournant ne survint ni lors d'une découverte majeure, ni lors d'une confrontation directe. Il émergea discrètement, presque banalement, comme c'était souvent le cas pour les choses les plus dangereuses. Claire Beaumont examinait une ancienne liste d'actifs classifiés lorsqu'elle remarqua une incohérence mineure, presque insignifiante au premier abord, mais impossible à ignorer après tout ce qu'elle avait appris. Parmi les codes numériques et les descriptions génériques, un élément est apparu avec son statut modifié manuellement en 1981, quelques jours après la disparition de Julien Moreau. Aucune justification officielle n'a été fournie, seulement un changement de classification, de matériel obsolète stocké à matériel retraité. Le détail troublant était l'absence de toute trace ultérieure de retraitement, de transport ou d'élimination. Claire comprit immédiatement la gravité de cette information. Il ne s'agissait pas d'une simple erreur administrative. Quelqu'un avait artificiellement clos un processus qui n'avait jamais été mené à son terme. Cette modification revenait, dans le domaine bureaucratique, à effacer un corps sans jamais l'avoir retrouvé. Elle a recoupé la date avec d'autres documents et a constaté que le même schéma se répétait dans 3 dépôts différents. Tous étaient liés aux rapports finaux de Julien. Tous présentaient des modifications effectuées dans le même laps de temps de quelques semaines. La disparition de l'agent et la falsification des documents étaient directement liés. Le cours de l'affaire a basculé à ce moment précis. Jusque-là, Claire avait enquêté sur des négligences, des omissions et des structures oubliées. Désormais, elle était confrontée à une dissimulation délibérée. L'hypothèse d'une erreur historique ne tenait plus. La révélation provoqua des réactions immédiates, mais pas celles qu'elle avait anticipées. Aucune alarme ne se déclencha. Aucun ordre ne parvint. Claire constata en revanche un changement soudain dans le comportement des institutions qui l'entouraient.
les réponses commencèrent à affluer. Des autorisations qui prenaient auparavant des semaines furent délivrées en quelques heures. Les invitations aux réunions stratégiques refirent surface. Le système ne la bloquait plus, il essayait de l'intégrer. Cette tentative d'assimilation marqua un véritable tournant. Claire comprit qu'en se rapprochant de la vérité, elle avait cessé d'être un risque marginal pour devenir une variable à maîtriser. L'enquête entrait dans une phase plus dangereuse précisément parce qu'elle devenait trop acceptable. La confirmation définitive est survenue lorsque Claire a pu accéder quasiment sans difficulté à un entrepôt précis situé en périphérie de Clermont-Ferrand. Julien n'avait mentionné ce lieu qu'une seule fois, dans un rapport laconique et dépourvu de détails techniques. Jusqu'alors, toute tentative d'accès avait été ignorée. À présent, l'autorisation semblait trop opportune. L'entrepôt n'était pas abandonné. Il n'était pas non plus en activité au sens conventionnel du terme. C'était un espace maintenu en suspens, comme si le temps s'y était figé. Des caisses métalliques, alignées, scellées, des systèmes de contrôle environnemental fonctionnant silencieusement. Tout indiquait une préservation et non un abandon. C'est là que Claire a trouvé l'élément qui a changé de manière irréversible le cours de l'histoire. Parmi les documents de cargaison et les inventaires internes se trouvait un dossier physique non standard, sans code officiel. À l'intérieur, des rapports techniques détaillaient des matériaux qui n'auraient jamais dû se trouver dans cet espace. Des composants expérimentaux, des résidus d'anciens essais, des substances dont le stockage aurait nécessité des justifications politiques impossibles à maintenir dans les années à venir. Et joint à la fin du dossier se trouvait un document signé par Julien Moreau. Ce n'était pas un rapport officiel. Il ne suivait aucun format institutionnel. C'était une évaluation personnelle et objective, dénuée de tout langage émotionnel, où Julien décrivait l'existence de documents non déclarés et mettait en garde contre les risques, non seulement physiques, mais aussi politiques, qu'entraînerait leur révélation. La dernière phrase ne contenait aucune accusation ni demande, juste une froide constatation. La survie de cet État repose sur un silence absolu. Claire n'avait besoin de rien de plus. Ce document expliquait tout. Julien n'avait pas disparu parce qu'il en savait trop. Il avait disparu parce qu'il avait enregistré suffisamment d'informations pour que le silence ne soit plus sûr tant qu'il perdurerait. L'antagonisme, jusque-là diffus, se cristallisait. Il n'y avait pas de coupable unique, mais une décision collective et implicite prise par différentes générations d'administrateurs. Dissimuler la vérité était plus acceptable que d'en assumer les conséquences publiques. La réaction de Claire ne fut ni un choc, ni une indignation manifeste. Ce fut une prise de conscience. L'enquête ne serait jamais close dans les règles. Toute tentative de clôture institutionnelle impliquerait d'effacer une fois de plus ce que Julien avait tenté de préserver. Le tournant ne résidait pas seulement dans la découverte du dépôt ou du document. Il résidait dans la prise de conscience que Claire occupait désormais exactement la même position que Julien 2 ans auparavant, à une différence cruciale près. Elle savait comment cette histoire se terminait. À partir de ce moment, chacune de ses décisions cesserait d'être simplement une question d'enquête. Elle deviendrait existentielle, professionnelle et irréversible. Les conséquences de la découverte de Claire Beaumont dans l'entrepôt de Clermont-Ferrand commencèrent à se manifester avant même son départ. Aucune alarme, aucune approche, aucune interruption directe. L'impact se traduisit par des changements subtils, mais immédiats dans son environnement, comme si le système avait adapté son comportement à la nouvelle variable que Claire représentait désormais. La semaine suivant l'inspection, l'enquête cessa d'être considérée comme un audit technique et fut classée en interne comme un processus de coordination interdépartementale sensible. Ce changement de terminologie bouleversa tout. De nouveaux acteurs firent leur apparition. Des réunions furent organisées avec des représentants que Claire n'avait jamais rencontrés auparavant. L'atmosphère était cordiale, presque collaborative. Mais les décisions commencèrent à se diluer entre des groupes plus importants,
rendant les progrès plus lents et moins traçables. La première réaction concrète fut l'isolement fonctionnel. Étienne Roussel fut dessaisi de l'affaire sous prétexte de redistribution des tâches. Aucune autre explication ne fut fournie. Ce retrait de soutien n'était pas seulement opérationnel, mais aussi symbolique. Claire comprit que le système commençait à rompre les liens qui permettaient de la poursuite de l'enquête. Dans le même temps, des tentatives manifestes de réécrire l'histoire ont émergé. Un rapport préliminaire, rédigé par un autre service, résumait des mois de travail en quelques pages génériques, insistant sur des lacunes dans la documentation historique et l'absence de preuves de risque actuelles. Le document ne mentionnait Julien Moreau que comme un agent impliqué dans des contrôles administratifs sans incidence concluante. Claire a réagi en refusant de valider le rapport. En réponse, elle a été invitée à participer à un comité créé spécifiquement pour suivre la clôture progressive de l'affaire. Cette invitation s'apparentait en réalité à une tentative de cooptation. Participer revenait à légitimer une issue contrôlée. En dehors du cadre institutionnel, les conséquences devinrent plus personnelles. Claire comprit que ses moindres faits et gestes étaient observés. Pas ouvertement, mais avec une régularité suffisante pour ne pas être fortuite. Des voitures stationnaient sans cesse près de son appartement. Des présences silencieuses rôdaient dans les couloirs où il n'y avait personne auparavant. Ces réactions n'avaient pas pour but d'intimider directement, mais de rappeler que le système conservait une certaine emprise. Le message était indirect. La disparition de Julien n'était pas un événement isolé, et il était tout à fait possible qu'elle se reproduise sous de nouvelles formes. Claire a réagi en renforçant les mesures pratiques. Elle a copié les documents importants, diffusé l'information à différents endroits et consigné méticuleusement les dates, les heures et les interlocuteurs. Chaque action avait des conséquences potentielles et elle a commencé à agir en tenant compte non seulement de ses découvertes, mais aussi de la façon dont elles pourraient être utilisées contre elle. Au sein de l'institution, les réactions étaient partagées. Certains collègues évitaient tout contact. D'autres apportaient un soutien discret, mais aucun n'osait s'exposer publiquement. La crainte n'était pas celle d'une sanction immédiate, mais celle d'une stagnation professionnelle. Le système ne détruisait pas les carrières, il les laissait dépérir. Une conséquence inattendue est survenue lorsque Claire a obtenu tardivement l'accès à un ensemble de documents complémentaires supposément oubliés. Cette publication semblait être une concession, mais le contenu avait été soigneusement sélectionné pour appuyer la version officielle de la clôture. Cela confirmait que le contrôle de l'information était désormais actif et non plus passif. L'impact le plus significatif fut cependant interne. Claire cessa d'agir comme une enquêtrice en quête de réponse et se mit à gérer les risques. Chaque action était calculée non seulement en fonction de ce qu'elle pourrait révéler, mais aussi de ce qu'elle pourrait déclencher. L'enquête devint un exercice d'équilibriste précaire. Les conséquences de ce tournant ont également affecté la mémoire de Julien Moreau. Son nom a commencé à être reclassé dans les archives internes, associées à des procédures incomplètes et des évaluations non validées. Il s'agissait d'une tentative tardive de saper sa crédibilité, préparant le terrain pour discréditer tout ce qui serait révélé par la suite. Claire a réagi en conservant le document trouvé dans la réserve comme pièce à conviction essentielle. Elle ne l'a pas utilisé immédiatement. Elle savait que le révéler trop tôt permettrait au système d'encaisser le choc. Le moment opportun n'était pas encore venu. La pression s'intensifiait à mesure que les échéances administratives approchaient. Le comité a procédé à la clôture officielle du dossier. Chaque réunion réduisait la marge de manœuvre. Les conséquences, autrefois hypothétiques, sont devenues imminentes. Au terme de cette étape, Claire comprit que le tournant avait complètement bouleversé la donne. Il ne s'agissait plus de découvrir la vérité, mais de décider comment et quand elle pourrait exister sans être immédiatement neutralisée. Julien avait perdu cette bataille en agissant seul et trop tôt.
Les réactions du système indiquaient désormais que Claire disposait encore d'une mince fenêtre d'opportunité. Le temps, plus que tout autre adversaire humain, était devenu l'élément le plus dangereux de l'histoire. La phase suivante de l'enquête a marqué un tournant décisif dans le comportement de Claire Beaumont. Les conséquences de ce point critique lui avaient imposé des limites concrètes, mais au lieu de reculer, elle a adapté sa stratégie. L'insistance frontale et la résistance ouverte n'étaient plus de mise. Pour surmonter la situation, il lui fallait une adaptation stratégique et non une confrontation directe. Claire a commencé à agir avec économie de moyens. Elle a réduit les demandes officielles, abandonné les circuits administratifs habituels et cessé de centraliser l'information. Là où elle accumulait auparavant les données, elle les fragmentait désormais. Là où elle recherchait une validation institutionnelle, elle a commencé à créer une redondance externe. Ce changement n'était pas émotionnel, mais pragmatique. Cette évolution s'est manifestée dans sa capacité à anticiper les réactions et à neutraliser les risques avant même qu'ils ne se concrétisent. L'un des premiers signes de cette évolution fut la décision de reprendre contact avec Marc Delattre, l'ingénieur qui avait auparavant refusé de collaborer. Cette fois, Claire ne chercha ni réponse technique ni explication. Elle présenta simplement un fait vérifiable. Le dépôt de Clermont-Ferrand était toujours en activité et son nom figurait dans les plans d'origine. Cette démarche eut un effet immédiat. Marc ne donna aucun détail, mais confirma un point essentiel. Les dépôts avaient été conçus pour entreposer des matériaux dont la permanence ne pouvait être officiellement reconnue. Cette confirmation n'a pas amplifié le conflit précédent, elle l'a déplacé. Claire n'avait plus besoin de prouver l'existence du problème. Elle devait décider quoi faire de cette certitude. La véritable évolution résidait dans l'acceptation du fait que toute vérité n'a pas besoin d'être immédiatement révélée pour être pertinente. Parallèlement, Claire a mis en place un réseau de surveillance minimale. Elle a fait appel à des contacts en dehors des cercles institutionnels directs, des journalistes spécialisés dans les archives historiques, des juristes experts en responsabilité des États et des universitaires spécialistes de la politique nucléaire française. Aucun d'eux n'a eu accès à l'ensemble des informations. Chacun n'a eu accès qu'à des éléments suffisants pour valider la plausibilité de ses découvertes. Cette décentralisation était une leçon directe tirée de l'erreur de Julien. Il avait tout concentré en lui. Claire a transformé le savoir en quelque chose de distribué, plus difficile à effacer complètement. La croissance ne provenait pas d'un courage ostentatoire, mais d'une prudence accumulée. En interne, le comité avançait vers la clôture du dossier. Claire cessa de freiner le processus et commença à l'utiliser comme un calendrier. Chaque étape de la clôture indiquait le temps restant pour agir. La pression du temps, autrefois un obstacle, devint un outil de planification. Lors d'une réunion cruciale, Claire adopta une position qui surprit les participants. Elle ne contesta pas le rapport final. Elle ne mentionna pas Julien. Elle se contenta de relever des désaccords techniques précis et isolés, difficiles à réfuter, mais insuffisants pour rouvrir le dossier. Cette stratégie atténua le sentiment de menace immédiate. Le système se détendit. Ce repli calculé fut l'un des moments les plus marquants de sa progression. Claire avait compris que, pour survivre au sein de cette structure, il fallait parfois s'y fondre. La surmontée ne consistait pas à vaincre l'adversaire sur le moment, mais à se maintenir en position d'agir par la suite. En dehors des réunions, Claire a intensifié ses actions concrètes. Elle a numérisé des documents essentiels dans des formats non conventionnels. Elle a établi des calendriers indépendants. Elle s'est assurée que le document signé par Julien soit hors de portée de toute administration directe. Chaque action a été menée avec la plus grande discrétion. La transformation personnelle de Claire était également manifeste dans sa façon d'appréhender le risque. Auparavant, elle réagissait. Désormais, elle anticipait. Elle n'attendait plus d'être avertie. Elle prévoyait les restrictions. Elle ne cherchait plus d'autorisation. Elle évaluait les conséquences. Son évolution ne se limitait pas à un récit,
mais se manifestait par des choix cohérents. Un nouveau défi se présenta lorsque Claire reçut une proposition informelle de mutation dans un autre service. Cette proposition offrait stabilité et reconnaissance tacite. L'accepter signifierait mettre un terme définitif à son implication dans l'affaire. La refuser pourrait déclencher des représailles insidieuses. Claire ne refusa ni n'accepta immédiatement. Elle demanda un délai. Cette demande simple et neutre était une nouvelle preuve de son évolution. Elle ne se cantonnait plus à des choix binaires. Elle gardait toutes les options ouvertes, se ménageant une marge de manœuvre. La clé du succès résidait dans sa capacité à maîtriser son propre rythme. À l'approche de la clôture officielle, Claire a finalisé ses préparatifs. Elle a organisé l'épreuve, défini les voies de communication et établi des ordonnances de divulgation conditionnelles à des événements précis. Rien n'a été fait sur un coup de tête. Chaque étape était le fruit d'un apprentissage progressif. À la fin de cette phase, Claire n'était plus seulement une enquêtrice persévérante. Elle était devenue capable d'agir simultanément à l'intérieur et à l'extérieur du système, sans dépendre entièrement de l'un ou de l'autre. Cette transformation n'éliminait pas le risque, mais le rendait gérable. Julien avait échoué en agissant trop tôt, trop seul, trop ostensiblement. Claire, elle, avait mûri en apprenant exactement le contraire. Surmonter ses peurs ne consistait pas à éviter le même sort, mais à comprendre comment changer les règles tacites qui l'avaient engendré. La préparation du dénouement commença dès l'instant où Claire Beaumont accepta l'absence de conclusion institutionnelle juste. La clôture officielle de l'affaire se déroulait avec une précision administrative, et chaque étape était consignée comme définitive. Face à cette situation, Claire concentra ses efforts sur l'achèvement des tâches nécessaires avant que toute marge de manœuvre ne disparaisse complètement. La première décision fut de clore discrètement toutes les intrigues secondaires restantes. Le contact avec Marc Delattre fut définitivement rompu après un dernier échange d'informations indirectes. Il confirma que les projets d'entrepôt avaient été conçus pour durer des décennies sans surveillance publique constante. Il n'avait rien d'autre à ajouter. Claire respecta cette limite. Ce fil narratif avait rempli son rôle. Avec Étienne Roussel, la résolution fut plus prudente. Claire s'assura qu'aucune trace de son implication ne subsiste en lien avec les documents sensibles. Elle supprima les références, redistribua les documents et effaça les liens susceptibles de l'incriminer ultérieurement. Étienne ne participa plus, mais ne devint pas pour autant vulnérable. Cette intrigue secondaire se termina comme un geste de confinement et non d'abandon. L'entité intermédiaire qui gérait les dépôts était le dernier maillon de la chaîne à être démantelé. Claire rassembla suffisamment de documents pour prouver sa continuité juridique dissimulée, mais elle n'alla pas plus loin. L'existence même de ce dossier, hors de portée administrative immédiate, suffisait. Inutile d'approfondir l'enquête. Le dénouement exigerait de la concentration, non de la dispersion. Les intrigues secondaires résolues, la tension se concentra entièrement sur le temps. Le comité avait annoncé la date de clôture officielle de l'affaire. Il ne restait que quelques semaines. Après cela, toute divulgation serait considérée comme un acte individuel, sans soutien institutionnel. Claire adapta son emploi du temps à ce compte à rebours. Elle a commencé à travailler presque exclusivement en dehors des heures de bureau. Les réunions internes sont devenues mécaniques, prévisibles. Le véritable travail se déroulait par des déplacements discrets, de brèves rencontres et des validations externes. Chaque contact était calculé pour éviter de révéler des schémas prévisibles. Claire a soigneusement sélectionné 3 canaux distincts pour une éventuelle divulgation future. Aucun ne détenait l'intégralité des informations. Un journaliste spécialisé dans les archives d'État n'a reçu que les données nécessaires pour saisir la pertinence historique des documents. Un avocat a obtenu les éléments juridiques minimaux pour évaluer les risques juridiques. Un chercheur universitaire a eu accès à des fragments techniques qui ont validé la plausibilité des dépôts. Aucun ne connaissait Julien Moreau. Aucun ne connaissait l'étendue complète des informations. Cette fragmentation était essentielle. Le point culminant ne dépendrait pas d'un seul acte,
mais de l'impossibilité de supprimer toutes les voix simultanément. Claire ne recherchait pas un impact immédiat. Elle recherchait l'irréversibilité. Les tensions s'exacerbèrent lorsque Claire remarqua des changements dans le comportement du comité. Le rythme s'accéléra. Des réunions supplémentaires furent convoquées. La fermeture semblait imminente. C'était une réaction manifeste à l'impression que quelque chose échappait encore à tout contrôle. Le système détectait que Claire n'avait pas été complètement neutralisée. En réaction, Claire prit une décision cruciale. Elle prépara une version finale du document signé par Julien Moreau, accompagné d'un contexte minimal et objectif, sans interprétation. Le document n'expliquait pas tout. Il rassemblait simplement suffisamment d'éléments pour empêcher toute négation plausible. Claire décida que ce serait le cœur du dénouement. Cette préparation impliquait aussi des choix personnels. Claire a réorganisé son quotidien pour réduire ses dépendances immédiates. Elle a mis de côté ses projets annexes, a mis fin à ses engagements en cours et a simplifié ses contacts. Non par peur, mais par lucidité. Ce qui allait suivre exigeait une disponibilité totale. Lors d'une des dernières réunions du comité, Claire fut officiellement informée que sa mutation prendrait effet à la clôture du dossier. Cette communication fut présentée comme un accusé de réception. Claire les remercia, sans pour autant confirmer son acceptation définitive. Le système interpréta cela comme un accord tacite. La tension s'apaisa légèrement. Ce relâchement était calculé. Claire avait besoin qu'il croie que le conflit était résolu. La préparation du point culminant exigeait une invisibilité momentanée. Elle cessa de formuler des objections, se contenta d'annoncer sa présence et attendit. Les jours suivants, Claire passa en revue chaque détail du plan. Date, heure, séquence d'envoi, déclencheur conditionnel. Rien n'était laissé au hasard. La préparation ne reposait sur aucune improvisation, mais sur une exécution précise. L'étape finale était symbolique. Claire visita seule le périmètre extérieur de la gare de Clermont-Ferrand. Elle n'y entra pas. Elle n'inspecta rien. Elle se contenta d'observer. Le lieu demeura silencieux, préservé comme toujours. Cet espace représentait le cœur du conflit, mais le point culminant n'y aurait pas lieu physiquement. La confrontation finale serait informationnelle. En quittant la pièce, Claire comprit que tout était prêt. Les intrigues secondaires étaient résolues, la pression s'intensifiait, le temps pressait, il n'y avait plus rien à modifier. La préparation du dénouement ne consistait pas à tout révéler, mais à s'assurer que le moment venu, rien ne puisse être totalement dissimulé. La disparition de Julien serait irréversible, mais elle ne resterait plus silencieuse. Le système croyait résoudre un vieux problème. Claire savait qu'elle était sur le point d'entamer quelque chose qu'on ne pourrait plus ignorer. Le point culminant fut atteint le matin même où la commission déclara officiellement l'enquête close. Le communiqué interne était bref, technique et définitif. Il évoquait des défaillances passées, l'absence de risques actuels et la clôture administrative de l'enquête sans autre recommandation. Pour le système, l'affaire Julien Moreau était enfin neutralisée. Claire Beaumont lut la déclaration sans manifester la moindre réaction. Elle rangea le document, éteignit son ordinateur et quitta l'immeuble à son heure habituelle. Aucun geste ne laissait présager une rupture. Aucune action ne suggérait une confrontation. C'est précisément ce qui rendait le moment dangereux. La première action s'est déroulée en dehors de tout cadre officiel. L'un des canaux préparés par Claire a été activé conformément au calendrier établi des semaines auparavant. La journaliste a reçu les premiers éléments, limités mais suffisants pour soulever une question troublante. Pourquoi des entrepôts officiellement désactivés étaient-ils encore entretenus avec des fonds publics? Il n'y avait pas d'accusation directe, seulement des données vérifiables. Quelques heures plus tard, un second canal entra en jeu. L'avocat reçut des documents révélant des incohérences juridiques dans la dissolution de l'entité intermédiaire chargée des dépôts. Ces éléments n'étaient pas explosifs, mais ils justifiaient une enquête juridique formelle, un processus long, certes, mais impossible à ignorer.
Jusqu'alors, le système pouvait encore absorber le choc. Le véritable point culminant survint lorsque Claire déclencha le troisième et dernier élément déclencheur. Le document signé par Julien Moreau fut transmis aux chercheurs, accompagné uniquement de dates, de lieux et de références croisées confirmant son authenticité. Il n'y avait aucun récit, seulement un lien factuel. Le tournant s'est produit dans la diffusion de l'information, non pas sous la forme d'une dénonciation centralisée, mais sous celle de multiples questionnements émergeant simultanément dans différentes sphères, journalistiques, juridiques et universitaires. Aucun n'était lié à l'autre, mais tous convergeaient vers le même problème fondamental. La réaction fut immédiate. Le système tenta de répondre comme toujours, minimiser, relativiser, proposer de futures commissions. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, il était impossible de tout contenir dans un seul espace administratif. Les questions arrivaient de l'extérieur, à des rythmes différents, par des voix qui ne se croisaient pas. En 24 heures, le nom de Julien Moreau cessa d'être une simple référence interne. Non plus comme une victime héroïque, mais comme l'auteur d'un document technique contredisant la version officielle. Ce changement de position fut décisif. Julien n'était plus un disparu gênant. Il était devenu une source. Claire suivit le déroulement des événements sans intervenir directement. Son rôle dans le dénouement ne consistait pas à exposer publiquement la situation, mais à coordonner discrètement les opérations. Chaque nouvelle question confirmait que le plan fonctionnait exactement comme prévu. La pression institutionnelle s'est alors exercée sur elle. Des convocations urgentes ont afflué, ainsi que des demandes d'éclaircissement et des questions sur des fuites. Claire n'apparaissait qu'en cas de stricte nécessité, conservant une position neutre. Elle n'a ni confirmé ni infirmé quoi que ce soit, se contentant de déclarer que l'affaire était close sous sa responsabilité. Cette réaction marqua l'aboutissement de sa transformation. L'enquêtrice, qui avait auparavant cherché à se faire valider, comprit alors que le pouvoir résidait dans le fait de ne formuler aucune objection. Le point culminant ne fut pas une confrontation directe, mais l'impossibilité de retomber dans le silence. La dernière tentative de prise de contrôle a pris la forme d'une proposition informelle. Un cadre supérieur a suggéré que tout pourrait être réorganisé si Claire acceptait de contextualiser les données de manière moins délicate. Il s'agissait d'une offre de médiation tardive. Claire a tout simplement refusé, déclarant qu'elle n'était plus impliquée dans cette affaire. La transformation de l'héroïne devint alors manifeste. Claire n'avait pas besoin de vaincre le système. Il lui suffisait de faire en sorte qu'il ne puisse plus faire comme s'il n'existait pas. Le point culminant ne résidait pas dans la destruction des structures, mais dans leur confrontation avec le temps, le regard du public et la mémoire institutionnelle. Le rebondissement final survint lorsqu'une information inattendue fit surface. Un ancien employé, resté silencieux jusque-là, confirma publiquement que le dépôt de Clermont-Ferrand n'avait jamais été entièrement vidé. Sa déclaration n'apporta aucun détail nouveau, mais elle confirma tout ce qui avait déjà été révélé. Le silence qui régnait commençait à se rompre. Le système a perdu sa capacité à isoler l'événement. Chaque nouvelle confirmation rendait toute tentative de déni plus coûteuse qu'une reconnaissance partielle. Le point culminant résidait non pas dans une explosion, mais dans un effondrement progressif du récit officiel. Claire observait de loin. Elle n'accordait aucune interview. Elle ne publiait aucun témoignage personnel. Sa transformation s'acheva par son choix de rester en dehors du champ de bataille. Contrairement à Julien, elle ne deviendrait pas la cible à neutraliser. Le point culminant fut atteint lorsque le gouvernement annonça l'ouverture d'une enquête externe indépendante. Ce ne fut pas une victoire totale, ce ne fut pas une justice complète, mais c'était irréversible. Le silence avait été rompu. Julien Moreau restait introuvable. L'entrepôt existait toujours. Le passé demeurait troublant. Pourtant, quelque chose de fondamental avait changé. L'histoire ne pouvait plus se conclure par une simple note de service. L'ouverture de l'enquête externe indépendante a rompu l'équilibre qui avait entretenu le silence pendant des décennies.
Elle n'a apporté ni réponse immédiate, ni sanctions expéditives, mais elle a instauré une continuité publique inédite. L'affaire a cessé d'être cantonnée au couloir de l'administration pour s'inscrire dans le temps, soumise aux archives, aux interrogations et à la mémoire collective. Dans les mois qui suivirent, les effets se propagèrent progressivement. Les dépôts, auparavant considérés comme de simples notes de bas de page, commencèrent à faire l'objet d'un examen officiel. Des audits techniques furent annoncés. Aucune autorité n'admit de manquement délibéré, mais le vocabulaire évolua. Des expressions telles que omission historique et responsabilité partagée commencèrent à remplacer les démentis catégoriques. Le sort des matériaux stockés ne fut pas immédiatement réglé. Certains dépôts restèrent fermés sous surveillance renforcée. D'autres entamèrent des procédures de démantèlement contrôlé. La simple reconnaissance de leur existence constituait déjà une rupture. Ce qui avait été maintenu dans l'oubli exigeait désormais des décisions concrètes. La mémoire de Julien Moreau fut elle aussi redéfinie. Son nom cessa d'apparaître uniquement dans les dossiers internes pour figurer dans les rapports publics en tant qu'auteur d'évaluations techniques pertinentes. Il n'y eut ni hommages officiels, ni excuses formelles. Pour autant, la tentative tardive de le discréditer perdit de son efficacité. Julien cessa d'être considéré comme une erreur administrative et devint une référence certes gênante, mais légitime. Claire Beaumont suivit ce processus à distance. Une fois ses fonctions sur l'affaire officiellement terminées, la mutation promise s'effectua sans cérémonie. Le nouveau service était neutre, bureaucratique, loin des enquêtes sensibles. Ce changement n'était ni punitif ni promotionnel, c'était un arrangement. Claire l'accepta sans résistance. Cette acceptation n'était pas un signe de capitulation, mais de compréhension. L'expérience acquise tout au long de l'enquête lui avait appris que la visibilité n'était pas toujours synonyme d'influence. Claire n'avait plus besoin d'occuper des postes clés pour que le projet entamé continue d'avancer. Sur le plan personnel, son quotidien s'était apaisé. Moins de réunions, moins de pression directe. Pourtant, les répercussions de l'affaire persistaient. Il recevait des invitations universitaires et des demandes de consultations informelles. Rien qui exigeât une exposition publique, mais suffisamment pour indiquer que ces agissements n'avaient pas échappé à l'attention de ceux qui devaient les prendre en compte. Le système, à son tour, s'est adapté comme toujours. Il a créé de nouveaux protocoles, redéfini les responsabilités et absorbé le choc sans s'effondrer. Cette capacité de survie n'a pas effacé les changements survenus. Pour la première fois, certaines structures ne pouvaient plus fonctionner en secret. L'histoire s'était désormais inscrite dans la littérature, accessible à quiconque souhaitait la consulter. L'enquête externe a progressé lentement. Comme prévu, les rapports préliminaires ont reconnu des lacunes, recommandé des corrections et suggéré des mécanismes pour une transparence future. Aucune conclusion définitive n'a été présentée immédiatement. La vérité, si elle existait, restait fragmentaire. Néanmoins, le cycle de dissimulation avait été interrompu. Claire s'attarda peu sur le résultat. Elle n'éprouvait ni satisfaction ni frustration manifeste. Elle avait simplement conscience que le meilleur résultat possible avait été obtenu. Julien n'avait pas été sauvé. Le passé n'avait pas été corrigé. Mais le schéma qui avait permis sa disparition silencieuse avait été suffisamment mis au jour pour empêcher qu'il ne se reproduise à l'identique. Avec le temps, l'intérêt du public s'est estompé. Les gros titres ont laissé place aux notes de bas de page. Le système a repris son cours. Pourtant, les archives sont restées. Des documents ont été archivés hors des circuits traditionnels. Des articles ont été publiés. Des recours juridiques ont été engagés. Le silence absolu n'était plus envisageable. Dans un dernier geste presque imperceptible, Claire a organisé ses dossiers personnels relatifs à l'affaire. Elle a séparé l'essentiel du superflu. Elle n'a conservé que l'indispensable. Non par peur, mais par souci de clarté. Ce qui devait figurer dans ces archives se trouvait déjà à plusieurs endroits. La France a continué d'avancer, comme toujours. Les réformes ont progressé, les gouvernements ont changé. De nouvelles priorités ont émergé.
Pourtant, dans des entrepôts jusque-là négligés, des équipes techniques ont commencé à travailler selon des protocoles plus stricts. Le souvenir de ce qui s'y était passé influençait les décisions, même lorsqu'elles n'étaient pas évoquées. Julien Moreau n'a jamais été retrouvé. Sa disparition est restée inexpliquée. Pourtant, son dernier acte n'a pas été vain. Le document qu'il a rédigé, simple et direct, a atteint son but non pas en étant lu par un grand nombre, mais en échappant au contrôle de ceux qui exigeaient le silence. Claire comprit que c'était la forme de justice la plus réaliste qui soit. Non pas une réparation complète, mais l'interruption d'un schéma. Non pas une victoire personnelle, mais l'impossibilité de revenir à l'état antérieur. L'histoire ne s'est pas terminée par des révélations spectaculaires ni par des coupables désignés. Elle s'est terminée par des conséquences durables, discrètes, mais bien réelles. Le monde de l'histoire n'a pas été complètement transformé, mais il a subi un changement suffisant pour en modifier le cours. Et parfois, c'était le maximum que l'on pouvait espérer face à des structures construites pour être invisibles. Des années plus tard, le dépôt de Clermont-Ferrand demeurait fermé, mentionné seulement dans des rapports techniques rarement consultés. Claire Beaumont poursuivit sa carrière discrète, consciente que certaines vérités survivent mieux lorsqu'elles ne dépendent pas d'un seul gardien. Le nom de Julien Moreau apparaissait sporadiquement dans les études universitaires, sans biographie complète, mais avec un poids suffisant pour susciter des interrogations. Rien ne fut pleinement résolu. Pourtant, dans des archives éparses, les décisions commencèrent à évoluer. Le silence absolu ne fut jamais totalement rétabli. Cet héritage discret continua d'influencer les recherches futures, nous rappelant que la vérité peut exister sans reconnaissance publique immédiate, ni fermeture officielle absolue et définitive. Si cette histoire a suscité des questions, des réflexions ou un certain malaise, elle a atteint son but. Des histoires comme celle-ci existent non seulement pour divertir, mais aussi pour nous rappeler que le silence est un choix. Partagez votre interprétation dans les commentaires. Dites-nous ce qui vous a le plus marqué et quelles questions restent sans réponse. Si vous appréciez les récits réalistes et profonds, inspirés de faits plausibles, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les nouvelles histoires. Votre soutien permet à ce projet de perdurer et à d'autres histoires de ce genre de voir le jour. Merci d'avoir lu jusqu'au bout et d'avoir participé à cette discussion. Votre contribution enrichit le récit et élargit son audience.